Jusqu'à 17 en pleine. Je vous souhaite une belle journée. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Le procès des meurtres de Kevin et Sofiane se poursuit devant la cour d'assises des mineurs à Grenoble. Hier, les experts ont notamment évoqué la personnalité de Kevin avec le témoignage de sa mère. Aujourd'hui, les questions des autopsies, des enquêteurs doivent être aussi entendues. Nous retrouverons Jean-Christophe Solari en direct du palais de justice de Grenoble. Et puis alors qu'une vaste opération antiterroriste s'est tout juste terminée à Saint-Denis, nous parlerons des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Certains syndicats d'avocats ou de magistrats parlent de mesures excessives voire liberticides. Nous verrons ce qu'en pense le délégué régional de la Ligue des droits de l'homme, Stéphane Pilet. Il est notre invité. Enfin, un mot de météo avec un beau soleil cet après-midi sur notre région, maximal jusqu'à 18 degrés. Je vous le disais en titre, 12e jour de procès pour Larisse Deschirol et les meurtres de Kevin et Sofiane. C'était en 2012. Après le témoignage de la mère de Kevin hier, place aujourd'hui à l'examen des autopsies. Jean-Christophe Solari, bonjour. Vous êtes devant le palais de justice de Grenoble. Cette journée de mercredi est donc consacrée à l'audition des médecins légistes. Effectivement, Pauline, 2 médecins légistes sont venus ce matin dire à la barre les constatations qu'ils avaient relevées sur les corps de Kevin et Sofiane. Et ces constatations révèlent l'extrême violence qui s'est produite ce 28 septembre 2012. Ce pourquoi on a pu parler de lynchage dans le parc Maurice Thorez. Jugés en plus tôt, sur le corps de Sofiane ont été relevées 36 lésions différentes. 31 coups proviennent de 2 armes blanches différentes. 9 coups de couteau ont été portés au dos, 13 au bras. Et cela indique donc que Sofiane tentait sans doute de se protéger alors qu'il était à terre. Malheureusement, le jeune homme a été atteint par 6 coups portés au thorax et à l'abdomen. Un coup de marteau aussi aurait été administré sur son crâne. Sofiane qui est décédé de multiples hémorragies au lendemain du drame. Sur le corps de Kevin, 12 lésions différentes ont été relevées et notamment un coup de pistolet à grenaille porté au visage. 8 coups de couteau ont été portés avec là aussi des armes différentes, dont 6 coups de couteau aux jambes. Et là aussi, cela indique que Kevin tentait lui aussi de se protéger, de se recroqueviller alors qu'il était à terre. Je vous propose d'écouter tout de suite Maître El Ali des parties civiles, suivi de Maître Florent Giraud, avocat de la défense. L'un des accusés, les accusés ont très certainement tenté de lui mettre des coups vers le haut. Et pour se protéger de ces coups vers le haut, effectivement, il y a un mouvement qui a levé le bras, qui a permis à l'accusé justement de porter le coup sur le flanc gauche et ainsi atteindre malheureusement le poumon. Il y a plusieurs coups de couteau. Ce qui est important de relever à travers cette expertise, c'est qu'il n'est pas possible de déterminer quel est le nombre d'armes qui a pu être utilisé pour commettre ces lésions. C'est-à-dire qu'on a effectivement un coup qui est mortel, qui est déterminant. Et puis on a ensuite tout un ensemble de lésions qui sont commises selon l'expert par une arme blanche, par des armes blanches, mais il est impossible de déterminer quel est le nombre d'armes blanches qui ont pu être utilisées pour commettre ces lésions. Jean-Christophe, les enquêteurs sont tout entendus aujourd'hui et demain. Effectivement, Pauline, vous le savez, les corps de Kevin et Sofiane étaient éloignés de 60 mètres lorsqu'ils ont été retrouvés. Donc le travail des enquêteurs a été déterminant. Ils ont procédé par reconstitution, par interrogatoire, par confrontation pour savoir qui a fait quoi. Je vous rappelle que jusqu'à présent, la justice a retenu le principe de la coaction. Merci beaucoup Jean-Christophe. Alors qu'une vaste opération antiterroriste s'est déroulée toute la matinée à Saint-Denis, près de Paris, on reparle des suites des attentats à Paris avec les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence, des mesures jugées parfois excessives par certains. Pour en parler, je reçois Stéphane Pilet, bonjour. Vous êtes délégué régional de la Ligue des droits de l'homme. Vous organisez ce vendredi avec Amnesty International ou encore la CGT un rassemblement de solidarité. Ce sera donc ce vendredi à 17h à Chambéry. Pourquoi ce rassemblement ? Oui, effectivement. D'abord, vous me permettrez d'exprimer notre horreur et notre condamnation de ces actes terroristes. Effectivement, nous pensons aux victimes et à tous leurs proches
que ce soit en France, dans notre région, des personnes ont été touchées notamment, ou aussi à l'international et notamment au Moyen-Orient où de nombreuses personnes vivent les mêmes choses. Alors, c'est pour lancer un appel aussi à la solidarité que nous avons avec un collectif d'associations dont vous avez cité certaines, que nous appelons effectivement à un rassemblement à 17h, place du Palais de Justice à Chambéry, ce vendredi 20 novembre. Est-ce que vous pensez, Stéphane Pilet, que les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence vont trop loin ou sont parfois même liberticides ? Alors, il ne faut pas confondre effectivement, il est tout à fait légitime qu'un État, qu'une démocratie se défende dans des périodes comme celle-ci. L'état de droit, ce n'est pas l'état de faiblesse, bien évidemment. Pour autant, les mesures qui sont prises, qui sont des mesures d'exception, dans ces circonstances exceptionnelles, ne doivent être que limitées dans le temps et strictement proportionnées. Or, si les premières mesures sont tout à fait compréhensibles, la déclaration du président de la République devant le Congrès lundi nous laisse très inquiets sur l'état des droits en France et sur les libertés. Mais pourquoi ? Quelles mesures particulièrement ? Alors, il s'agit notamment de modifier la Constitution, qui est effectivement le texte fondamental d'une République. Nous pensons que ça ne peut pas se faire dans l'urgence et dans l'émotion. Effectivement, il y a des demandes de l'opinion, c'est tout à fait compréhensible, mais le devoir du président de la République, c'est bien de se hisser à la hauteur des événements et un petit peu de prendre du recul. Si vous voulez, nous, on considère que le terrorisme ne s'est jamais combattu en amenuisant les libertés et les droits de l'homme. Or, vous savez qu'après les attentats de Charlie et de l'Hypercacher en janvier, il y avait déjà eu des lois. Il y avait eu la loi renseignement qui avait étendu largement le champ d'application du renseignement, qui avait légalisé des pratiques illégales jusqu'alors, qui contrôle beaucoup plus largement les communications, notamment sur Internet, y compris sur des questions d'ordre intérieur. Donc nous pensons qu'il faut arrêter tout de suite la spirale, parce qu'effectivement, ce climat de peur, ces discours de guerre ne peuvent mener que... On a quand même enlevé la vie à 128 personnes, on a privé de liberté 128 personnes. À 128 personnes, c'est quand même... Il fallait une réponse importante. Oui, c'est ce que je vous ai dit. C'est vrai que dans des moments comme cela, effectivement, il faut réagir, c'est sûr. La démocratie doit se défendre et doit défendre sa population. Maintenant, il ne faut pas aller trop loin. On est passé d'un état d'urgence initial de 12 jours à maintenant 3 mois prévus. Et ensuite, est-ce que ça va être l'état d'urgence en permanence ? Nous demandons effectivement que les choses soient beaucoup plus bornées, soient beaucoup plus précises et que surtout la protection des libertés soit assurée. Or, aujourd'hui, la liberté et la sûreté sont menacées dans notre pays. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane Pilet, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir apporté votre opinion. Merci. Après l'interpellation de 6 hommes dans l'agglomération de Grenoble, 3 d'entre eux ont été jugés hier en comparution immédiate. 2 ont écopé de peines de prison ferme, jusqu'à 10 mois de prison, notamment pour détention d'armes ou de drogue. Au total, 14 lieux avaient été perquisitionnés dans la nuit de dimanche à lundi dans le cadre de l'état d'urgence dont on parlait. Un état d'urgence qui, pour certains avocats des prévenus, ne justifie pas tout. On écoute l'un d'eux au micro de Marie Michelier et Christelle Nicolas. Toute une série d'interpellations dans la nuit de dimanche à lundi. Qu'est-ce qu'il va en rester ? Écoutez, j'espère qu'il en restera le principal auteur ou le principal témoin ou le principal complice des attentats de Paris, mais je ne pense pas que cela donnera lieu à cette arrestation. Aujourd'hui, que mon client ne s'en vexe pas, mais c'est du menu fretin que l'on a ramené devant le tribunal, et en aucun cas des terroristes. Voilà, et on a appris à l'instant qu'une perquisition administrative s'est déroulée la nuit dernière à Fontaine, près de Grenoble. Un homme a été placé en garde à vue pour détention d'armes. On part en montagne direction Val Thorens. L'ouverture de la station a été reportée d'1 semaine faute de neige. Le domaine devait ouvrir ce week-end, mais vous allez le voir, les commerçants restent confiants, comme l'ont constaté Nicolas El Andalousi, Fabrice Légard. Les montagnes tardent à revêtir leur manteau neigeux. À Val Thorens, télésièges et télécabines resteront donc à l'arrêt 1 semaine supplémentaire. Alors forcément, à l'office de tourisme, les clients appellent ou viennent pour annuler leur séjour. Soit on les rembourse intégralement, soit on leur propose de reporter leur séjour au week-end d'après. Car outre la fermeture du domaine skiable, toutes les festivités prévues pour l'ouverture de la station ont aussi été annulées. Je vous en prie, passez une bonne journée. La perte de chiffre d'affaires, elle va être difficile à évaluer. On l'évaluera dans quelques temps parce qu'il va y avoir des reports de séjour. Si je prends l'exemple de la centrale de réservation, donc centrale que je dirige, c'est 7000 clients qui devaient venir ce week-end. Donc effectivement, c'est des gens qu'il va falloir replacer plus tard. Et puis, si on n'arrive pas à trouver de solution et qu'on remboursera de toute façon.
Dans la station, cette décision est plutôt bien accueillie, y compris chez les commerçants. Dans son magasin, Bertrand ne s'inquiète pas. Si ce week-end de lancement est traditionnellement important, il sait que la saison est encore longue. Effectivement, on perd un week-end d'activité, qui est un week-end qui est important sur Valto, où il y a quasiment 20 000 forfaits vendus. Donc nous, clairement, c'est un manque à gagner. Valto, c'est une station qui ouvre 6 mois et demi. Donc on a le temps de rattraper. Donc justement, on n'a pas ce chrono qui tourne par rapport à des stations qui vont être un peu plus basses en altitude. Pas de panique donc, et pour cause, le personnel du service des pistes est en alerte. Les effectifs ont été doublés pour faire face aux fortes chutes de neige attendues ce week-end. On est sur des perturbations qui vont rentrer de nord, donc avec du froid, dès ce week-end, avec des quantités attendues de l'ordre de 70 cm sur l'épisode neigeux. Et ensuite, on rentre dans une période de refroidissement sensible qui va permettre de maintenir et même de faire de la neige pour stabiliser ces couches de neige. Allez, si les spatules vous démangent, encore un peu de patience. Val Thorens s'ouvrira samedi prochain jusqu'au 8 mai. Non-stop, évidemment. Et du sport à présent avec la reprise de l'entraînement pour l'équipe cycliste AG2R, la mondiale. Les Savoyards ont signé un partenariat avec Loisan cette année. Ils ont établi leur camp de base à Vaujany en Isère. Au programme de ce premier stage, marche à pied et musculation. Christian Deville, Grégory Lespinasse. Rien de mieux qu'une petite randonnée pour découvrir à la fois un nouvel environnement et de nouveaux équipiers. Grâce à leur partenariat avec Oisan Tourisme, les coureurs d'AG2R vont désormais pouvoir séjourner dans les stations du massif et en sillonner les routes. Durant toute cette semaine, ils vont suer, mais aussi s'amuser ensemble. C'est important, c'est le seul moment un petit peu dans l'année où on peut se voir un petit peu hors du cadre strictement vélo, donc ça permet de faire d'autres activités, discuter d'autres choses, et non, c'est vraiment très agréable, surtout avec ce temps et avec ces conditions à la fois d'hébergement et de cadre de vie, vraiment ce sont des bons moments. 28 coureurs sur les 30 sous contrat suivent ce stage dit de cohésion, prêts à affronter la nouvelle saison avec des ambitions encore plus élevées que les résultats de la saison dernière. 24 victoires, dont 2 étapes du Tour de France, avec Alexis Vuillermoz et Romain Bardet. Donc on a la chance d'avoir des jeunes coureurs prometteurs qui arrivent au top niveau mondial. Donc le but, c'était d'abord d'étoffer l'équipe et d'entourer ces coureurs qui sont des leaders en puissance et essayer en même temps, notamment avec les jeunes qui sont issus du centre de formation, d'amener des nouveaux coureurs capables de rivaliser au niveau. Donc finalement, on a fait un renfort de l'équipe existante, mais on est déjà très satisfait de notre équipe. Donc je pense qu'on va progresser au fil des ans, notamment dans ce qu'on sait faire, dans la montagne, dans les courses comme le Dauphiné et le Tour de France. Parmi les 3 recrues, un néo-zélandais, Jesse Sargent, absent aujourd'hui, François Bidard, nouvel élément issu du centre de formation chambérien, et le breton Cyril Gauthier, venu d'Europecar, connu pour sa combativité et son dévouement. Je pense que je suis réputé comme quelqu'un de battant et qui a pas peur de me sacrifier pour mes leaders. Et c'est vrai que ça, quand je fais un travail, je le fais à cœur. Et puis je pense qu'on me verra à l'œuvre l'année prochaine. Prochain rendez-vous collectif le 8 décembre prochain en Espagne, mais cette fois-ci sur le vélo, avant la reprise de la compétition au mois de janvier en Australie et en Argentine. Et maintenant, l'idée plutôt originale d'un Haut-Savoyard qui a décidé de se lancer dans une grande aventure, redonner un second souffle aux lunettes de glacier conçues dans les années 50. Ingrid Panette-Duparc et Serge Aurette l'ont rencontré. Quand il a débarqué dans l'usine il y a 1 an, Fabrice, le fabricant de lunettes, a commencé par refuser son projet. Trop compliqué, trop cher, trop fou peut-être. Et puis de folie en folie, 6 mois plus tard, il a accepté et même aimé la proposition de l'entrepreneur, plutôt atypique et déterminé. Sans lui, on aurait tendance à partir dans tous les sens, et parfois tu nous calmes. Ou alors se restreindre. Ou se restreindre, ouais. Voilà. Ouais. Sur la première collection, c'était trop restreint, et c'est lui qui nous a dit prenez d'autres couleurs, testez. Et ça a bien fonctionné. Oui, vous avez bien déconné, ouais. Déconné à 30 ans, jusque-là, rien d'anormal. Original, certainement, en revisitant la célèbre paire de lunettes de glacier des années 70. Ouais, il n'y a rien sur le marché qui ressemble à ça. Pas vrai? Complètement. Oui, voilà. Donc déjà là, le pari est gagné. Bing. Et bing, bientôt bingo peut-être. Nouveau look, nouveaux matériaux et nouveau pari. Produire du Made in France et si possible, faire un carton. Faire du Made in France, ça coûte cher. C'est 3,5 fois plus cher que si vous la faisiez faire en Chine, à qualité égale.
C'est 2 fois plus cher que si vous la faisiez faire dans d'autres pays d'Europe, par exemple la Grèce. Et après, c'est un vrai avantage parce qu'on a son savoir-faire et il n'est pas loin de chez nous. Un modèle made in 74 et 01, avec tout le savoir-faire de la Plastic Valley depuis 3 générations. La tradition alliée à l'envie d'entreprendre. On n'a pas acheté de maison, on a fait un beau projet qui nous tenait à cœur. Voilà. En couple. En couple, voilà. Pas de petit intérieur cocoon, ni chien ni landau, mais un défi financier, personnel et commercial, démarré, il faut le dire, par un souvenir commun sentimental. Ce qu'on voulait, c'était avant tout avoir un nom qui nous fasse, qui nous noue de l'émotion, qui soit court et qui nous rappelle les années 80. Kekies, c'est leur nom, et là, c'est le responsable marketing qui rentre en jeu. Dans sa petite entreprise, il faut savoir tout faire et trouver les bons conseils des pros. L'acétate, c'est une matière noble pour nous dans l'optique. C'est pas ce qu'on appelle de l'injecter. C'est une matière qu'on peut régler, sur laquelle on peut mettre des verres à la vue aussi. Et ça peut être très intéressant. Jean-Paul, tout de suite, il m'a dit, Nicolas, fais attention, pose-toi des questions aussi simples que si le client met ses lunettes dans les cheveux, est-ce que ça va être à l'aise? Si le client fait du ski avec, est-ce qu'il va pouvoir, s'il a un casque, enlever ses lunettes et les remettre facilement? 5 millions de paires de lunettes solaires sont vendues en France chaque année. Un groupe détient 60% du marché. Alors va-t-il se faire une petite place au show? Réponse dans quelques mois, espère-t-il, quand il aura terminé son tour de France des opticiens. Distributeur, c'est son nouveau métier de la saison. À Albertville, l'atelier s'expose jusqu'à la fin du mois. L'atelier, c'est cette école de gravure créée par Alain Barre, un montagnard, ancien sportif de haut niveau originaire du Beaufortin. Désormais, après 40 ans d'une carrière très réussie, il a choisi de transmettre son savoir. Denis Vigneux-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Alain Barre, un graveur hors norme à la carrière exceptionnelle. Une 50aine de livres et plus de 55 000 affiches consacrées aux grands événements sportifs comme les JO et les Tours de France cyclistes, mais aussi au jazz, son autre passion. Lorsqu'il arrête sa carrière il y a 5 ans, il crée l'Atelier, une école qui initie chaque année une centaine d'enfants, de 7 à 10 ans. Là, je voulais transmettre beaucoup plus particulièrement ces techniques que l'on oublie aujourd'hui, comme la gravure, comme la typographie. Aujourd'hui, il n'y a plus que le numérique. Et je trouve que c'est bien de dire aux enfants qu'avant tout ça, il y a des gens qui avaient réfléchi à la question. Ce sont les œuvres de ces petits élèves qui sont mises à l'honneur dans cette exposition. Le Moyen-Âge et l'art rupestre, le cirque ou la mer, les thèmes sont variés et souvent choisis par les enfants eux-mêmes. Ce qui importe, c'est leur pouvoir de création. La démarche va de l'idée à la photo ou au dessin, du dessin à la gravure, puis de la gravure à l'imprimerie. Un cheminement lent, un travail précis. Moi, je reviens aux bases. Travail précis, geste précis. On travaille, on a les mains sales et on fait un travail très propre à la sortie. Il y a une façon de prendre les papiers avec des mains sales sans les salir. Vous voyez? Et puis, il y a la presse. La presse, c'est quand même assez merveilleux. Vous mettez une plaque avec de l'encre dessus, vous mettez un papier, ça ressort derrière un très beau dessin. Ça, c'est la surprise et les enfants sont toujours émerveillés devant les premiers tirages. L'Atelier, une exposition à découvrir en présence des petits artistes, tous les après-midi jusqu'au 30 novembre, rue de la République, à Albertville. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations. Une perquisition administrative programmée dans le cadre de l'état d'urgence s'est déroulée la nuit dernière à Fontaine, près de Grenoble. Un homme a été placé en garde à vue pour détention d'armes. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpe.france3.